Bienvenue dans cette présentation consacrée au genre Haemophilus et plus particulièrement à Haemophilus influenzae. Nous allons aborder ses caractéristiques en bactériologie, ses implications cliniques ainsi que les méthodes de diagnostic utilisées. Sur l'image, vous pouvez observer une représentation microscopique de ces bactéries, qui sont de petites bacilles responsables de diverses infections. Ce guide de poche vise à vous fournir un aperçu clair et précis pour mieux comprendre ce micro-organisme, son rôle en pathologie et les outils à notre disposition pour l'identifier efficacement. Le suspect dont nous parlons ici est un petit bacille à Gram négatif, qui ne bouge pas et ne forme pas de spores. Il peut vivre avec ou sans oxygène, ce qui signifie qu'il est aéro-anaérobie facultatif. Sa particularité principale, c'est qu'il est hémophile, ce qui veut dire qu'il a besoin de facteurs de croissance spécifiques, appelés facteurs X et V, présents dans le sang, pour pouvoir se développer. Plusieurs espèces de cette famille peuvent être pathogènes, mais celle qui retient principalement notre attention est Haemophilus influenzae. Ce germe demande impérativement ces deux facteurs pour sa culture, ce qui est une information clé pour l'identifier en laboratoire. Le facteur V, également appelé NAD ou coenzyme I, agit comme coenzyme pour les déshydrogénases, mais il est thermolabile, ce qui signifie qu'il est détruit à des températures supérieures à 100 degrés Celsius. A l'inverse, le facteur X, connu sous le nom d'hémine ou coenzyme 2, est un coenzyme essentiel de la chaîne respiratoire, impliqué notamment dans des enzymes comme le cytochrome et la catalase. Sa propriété principale est sa thermostabilité, ce qui lui permet de résister à la chaleur. En résumé, le facteur V est sensible à la chaleur alors que le facteur X est capable de la supporter, ce qui a des implications importantes selon le contexte dans lequel ils interviennent. Le facteur V, essentiel pour la croissance de certaines bactéries comme H. influenzae, est normalement enfermé à l'intérieur des globules rouges du sang frais. Ce sang contient une enzyme appelée nadase, qui détruit ce facteur V, ce qui explique pourquoi la culture sur sang frais échoue. En chauffant le sang à 75 degrés Celsius, on détruit cette nadase, ce qui libère le facteur V tout en préservant les autres éléments nécessaires à la culture. Ce stade, appelé sang cuit ou sang chocolat, est donc nécessaire pour réussir la croissance bactérienne. Il est important que le chauffage soit modéré à 75 degrés Celsius pour ne pas endommager le NAD, qui est sensible à des températures supérieures à 100 degrés Celsius. Cela explique pourquoi H. influenzae ne peut pas pousser sur un milieu contenant du sang frais, mais se développe parfaitement sur un milieu avec du sang chauffé. Le phénomène du satellitisme se manifeste lorsqu'Haemophilus ne peut se développer que près de bactéries qui produisent un facteur essentiel, ici le facteur V dans cet exemple. Staphylococcus aureus agit comme donneur en libérant une grande quantité de NAD, aussi appelé facteur V, ce qui permet à Haemophilus de croître uniquement dans cette zone. On observe donc que la croissance du bénéficiaire dépend directement de la proximité avec la bactérie donatrice, illustrant bien comment certaines bactéries peuvent favoriser la croissance d'autres par la production de facteurs nutritifs spécifiques. On observe deux formes distinctes selon l'habitat et la morphologie de ces bactéries. La forme non capsulée est une bactérie commensale que l'on trouve principalement dans l'arbre respiratoire supérieur. Elle se présente sous un aspect rugueux, comme illustré ici. En revanche, la forme capsulée est un parasite strict de l'espèce humaine et pathogène, ce qui signifie qu'elle peut provoquer des maladies. Cette forme se caractérise par une apparence lisse et brillante. Morphologiquement, ces bactéries sont des cocobacilles à Gram négatif, polymorphes et immobiles. Il est important de noter que les souches virulentes possèdent une capsule, alors que les souches commensales n'en ont pas, ce qui influence leur capacité à causer des infections. Les conditions de culture optimales nécessitent une température autour de 35 degrés Celsius, avec une atmosphère comportant de l'humidité et du dioxyde de carbone, ce qui est indispensable à la croissance. Le milieu utilisé est une gélose au sang cuit, enrichie par des apports spécifiques d'oxygène et de vapeur. En ce qui concerne le profil biochimique, on observe que la catalase et l'oxydase sont toutes deux positives, ce qui indique une capacité à décomposer le peroxyde d'hydrogène et à utiliser certains composés oxygénés. La fermentation concerne le glucose, le maltose et le xylose, qui sont tous positifs, tandis que le lactose et le saccharose ne sont pas fermentés. Enfin, le biotypage distingue 8 biotypes différents, de I à 8, en se basant sur la production d'uréase, l'indole et l'ornithine décarboxylase, ODC, avec une prédominance du biotype I. Le résumé souligne que cette bactérie fermente le glucose mais pas le lactose, ce qui est un point clé pour son identification. Nous allons maintenant nous concentrer sur la structure antigénique,
qui est l'arme principale du micro-organisme. Il existe 6 variants antigéniques différents, appelés sérotypes, identifiés par les lettres A, B, C, D, E et F. Parmi eux, le sérotype B retient particulièrement notre attention car c'est historiquement le plus fréquent et aussi le plus dangereux. Sa présence est détectée grâce à une méthode spécifique appelée réaction d'agglutination. Cette identification est essentielle puisque depuis la mise en place d'une vaccination systématique, le taux d'isolement de ce sérotype a considérablement diminué. Visuellement, la capsule polysaccharidique que l'on observe autour du microbe joue un rôle clé dans cette virulence. En résumé, le sérotype B reste la forme la plus virulente et son identification par agglutination est cruciale pour son contrôle. Les formes invasives chez l'enfant sont principalement causées par des souches encapsulées de type B, biotype 1. Ces infections se manifestent surtout sous 2 formes, les méningites purulentes, qui touchent principalement les nourrissons âgés de 3 à 30 mois, souvent après une infection respiratoire ou en cas de septicémie, et l'épiglotite aiguë, qui concerne les enfants de 2 à 7 ans. Cette dernière se caractérise par des signes préoccupants tels que des difficultés respiratoires accompagnées de septicémie, ce qui nécessite une prise en charge médicale urgente. Ces formes invasives sont graves et nécessitent une attention particulière. Les souches non capsulées, souvent d'origine commensale, sont responsables de différentes infections non invasives chez l'enfant et l'adulte. Chez l'enfant, ces infections touchent principalement l'oreille moyenne avec des otites aiguës, mais aussi la sphère ORL, les conjonctivites, et peuvent survenir dès la période néonatale. Chez l'adulte, les manifestations sont surtout bronchopulmonaires, avec des bronchites et des pneumonies, tandis que les localisations articulaires ou génito-urinaires restent rares. Ces différences montrent bien comment le même agent pathogène peut provoquer divers symptômes selon l'âge et le système affecté. Pour réaliser un diagnostic bactériologique efficace, il faut d'abord effectuer les prélèvements clés comme le liquide céphalorachidien, le sang pour l'hémoculture, ainsi que les sécrétions bronchiques. Ensuite, un examen direct au microscope est indispensable, notamment avec la coloration de Gram, pour rechercher la présence de petits bacilles gram-négatifs, qui sont souvent évocateurs dans les produits pathologiques. Enfin, la mise en culture doit être réalisée en urgence car le germe est fragile. Il est impératif d'ensemencer rapidement les échantillons sur une gélose au sang cuit, aussi appelée gélose chocolat, pour assurer la croissance bactérienne nécessaire au diagnostic. Pour identifier Haemophilus influenzae, on utilise un test de culture basé sur ces exigences spécifiques. Cette bactérie ne pousse qu'autour des disques X et V, comme illustré ici, où on observe clairement la croissance autour des disques combinés X plus V. D'autres critères comme le satellitisme et la morphologie des colonies viennent compléter le diagnostic. En cas d'urgence, on réalise un diagnostic rapide en détectant des antigènes solubles, notamment des polysaccharides capsulaires, dans des échantillons tels que le liquide céphalorachidien, le sérum ou les urines. La méthode utilisée est l'agglutination au latex, qui permet de confirmer rapidement la présence de l'agent infectieux, ce qui est particulièrement utile pour obtenir un diagnostic urgent sur le LCR. La résistance à l'ampicilline repose principalement sur 2 mécanismes. Le premier, enzymatique, implique la production de bêta-lactamase, des enzymes capables de dégrader l'ampicilline avant qu'elle n'agisse. C'est le mécanisme le plus fréquent. Le second mécanisme est la modification de la cible, ici représentée par la protéine PLP3. Une mutation de cette protéine empêche l'ampicilline de se fixer correctement, ce qui rend le traitement inefficace. Ce type de résistance est observé chez des souches dites Blinard, pour bêta-lactamase négative ampicillin résistant. En plus de cela, ces bactéries présentent souvent des co-résistances à d'autres antibiotiques comme les tétracyclines, le chloramphénicol ou encore la kanamycine, ce qui complique davantage la prise en charge thérapeutique. L'antibiogramme est essentiel pour orienter correctement le traitement, car il permet d'identifier les antibiotiques auxquels l'agent infectieux reste sensible. Parmi les antibiotiques efficaces, on retrouve notamment les céphalosporines de 3e génération, les fluoroquinolones et la gentamicine, qui conservent leur activité dans ce contexte. Par ailleurs, il est important de réaliser des tests spécifiques, comme la recherche systématique de la bêta-lactamase, une enzyme qui peut rendre les bactéries résistantes à certains antibiotiques, ainsi que la mesure de la sensibilité à l'ampicilline et au chloramphénicol, afin de s'assurer que ces options thérapeutiques soient toujours valables. En résumé, ces analyses sont indispensables pour adapter le traitement et garantir son efficacité. Le vaccin TIB est une arme efficace contre Haemophilus influenzae de type B,
en ciblant spécifiquement les polysaccharides de la capsule de ce type particulier. Son objectif principal est de protéger les nourrissons contre la méningite, une maladie grave. Le calendrier vaccinal recommande la vaccination entre 6 et 12 mois, avec un protocole comprenant 3 injections espacées d'1 mois, suivi d'un rappel après 1 an. Grâce à cette stratégie, l'incidence des méningites dues à H. influenzae a été drastiquement réduite, montrant le succès de cette prévention systématique.